Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.media. Ce soir, j'ai comme collaborateur Christian Gingras. Bonjour Christian. Salut Serge. Ça va bien? Ah oui, toujours. Cool. Et j'ai Joël Delisle. Comment ça va, Joël? Salut Serge, ben oui, ça va bien. Hey, tout ce beau monde-là va nous parler de course, va nous parler de baseball, va nous parler de hockey aujourd'hui. Ça va être super le fun. Christian, tu voulais nous parler de F1. Ben oui, il y a eu le Grand Prix d'Azerbaïdjan. À Bakou. J'aime mieux dire Bakou, oui. C'est moins compliqué. Effectivement. Donc, sur le bord de la mer Caspienne. Okay. Ça suivait le Grand Prix de Monaco. Donc, deux courses sur un circuit urbain, une après l'autre. On était à Monaco, que tout le monde connaît. Oui, c'est les deux seuls, je pense. Hein? Il y a Singapour aussi, il y en a quelques autres. Okay. Mais Bakou a ceci de particulier, c'est que c'est un circuit urbain, mais très, très large. Donc, on a une partie dans la ville moderne avec des grandes avenues très larges, beaucoup, beaucoup d'espace. Et une petite partie dans une partie plus étroite du vieux Bakou. Il y a, entre autres, donc, la plus longue ligne droite du championnat, plus de 2 km, c'est interminable. Dans la 2 km de ligne droite. De ligne droite. Même c'est plus long que les circuits fermés. Que tous les autres circuits. Donc, la plus longue ligne droite de la saison. Et il y a aussi, quand on entre dans la vieille partie de la ville, un endroit où c'est l'endroit le plus étroit de la saison, 7 mètres de large pour passer. À 200 km/h, on passe une voiture à la fois. On ne passe pas deux F1 à côté de l'autre. D'après moi, ça passe pas. Hein? On n'essaye pas d'en passer deux à la fois. Donc, le circuit de Bakou, c'est comme un mélange entre Monaco et Monza, un circuit ultra rapide. Okay. C'est intéressant pour ça parce que ça rend la vie beaucoup plus difficile pour les ingénieurs pour trouver les bons réglages parce qu'on a besoin de vitesse, mais on a aussi besoin d'appui pour la partie plus lente du circuit. Donc, les qualifications samedi, perturbé, 5 sorties de piste, des voitures dans les murets de protection, parce qu'évidemment, on est en ville, il y a des murets de protection partout. Les pilotes ça fait mal. Les pilotes n'ont pas eu l'occasion de faire leur fameux tour ultime à la fin de la séance de qualification. Ce qui a beaucoup déplu à Verstappen chez Red Bull, parce que monsieur partait pas premier, il partait troisième. Il est un petit peu frustré là-dessus. Un peu frustré. Donc, ce que ça a donné, c'est la Ferrari de Charles Leclerc en pole position. Oh, le jeune Charles. Eh oui, le jeune Charles en pole position. Donc, on commence la course le dimanche. Ça se passe bien, il y a un peu d'échange dans les premières positions. Première série d'arrêts. Et là, après la première série d'arrêts, les choses se replacent un peu. Verstappen premier. Perez aussi qui prend sa place dans les meneurs. Hamilton qui n'est pas loin derrière. La course se passe bien, puis on s'attend à ce que ce soit très, très serré à la fin pour aller chercher le gagnant. Qu'est-ce qui se passe à peu près un petit peu aux 2 tiers de la course? Lawrence Stroll, qui partait notre Canadien chez Aston Martin, qui partait 19e, donc avant-dernier, à cause d'une mauvaise qualification la veille. C'est un des 5 qui était rentré dans le mur la veille. Était maintenant rendu 4e. Parce qu'il n'avait pas fait d'arrêt encore. Lui, il s'attendait il voulait arrêter, mais une fois, il étirait. Il était rendu 4e. Il aurait fini dans les points, probablement. Malheureusement, son pneu arrière explose. Sortie de piste, sa course est terminée. On continue la course. 4 tours de la fin. Verstappen est premier. Perez, son coéquipier, est deuxième. Hamilton est troisième. On s'enligne pour finir comme ça. 4 tours de la fin. Verstappen, crevaison sur la ligne droite. Sortie de piste, lui aussi. Non. Oui, absolument. Ce que ça fait dans ce temps-là, des débris partout sur la piste, on arrête la course, drapeau rouge. Tout le monde retourne au puits, tout le monde change les pneus, donc les pneus ne seront plus un facteur. Parce que jusque-là, tout le monde regardait les mesures des pneus, faisait attention, on économisait. Mais là, il n'y avait plus d'économie. 2 tours, un sprint, départ arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Perez est en avant, Hamilton est deuxième maintenant. Hamilton, au départ, premier virage, avant le premier virage, accroche un bouton sur son volant pour désactiver les freins arrière. Il ne s'arrête pas. Premier virage, passe tout droit. Perez reste premier. Effectivement. Donc, un beau sprint final. 2 tours vraiment spectaculaires où tout le monde essayait de gagner des places. Perez termine premier. Vettel, la renaissance de Vettel, belle place à Monaco. Deuxième à Bakou, vraiment, chez Aston Martin, il était très content. Et Pierre Gasly, le Français, j'aime bien lui. Chez AlphaTauri, qui est vraiment très bon depuis le début de la saison, depuis la fin de la saison dernière et le début de cette saison. Finit enfin sur le podium, troisième à Bakou, vraiment une belle course pour lui. Fin de semaine catastrophique pour Mercedes, Hamilton qui ne termine pas dans les points. Verstappen ne termine pas non plus, donc au moins pour le championnat, ça fait pas trop de différence. Mais Bottas
10e en qualif, 12e en fin de course. Oh, ça va pas bien pour Bottas, ça va pas bien pour Mercedes. Toto Wolff n'est pas heureux. Ça va brasser chez Mercedes dans les prochaines semaines pour que l'équipe retrouve le droit chemin vers la victoire. Je sais que de dire le droit chemin. Eh bon, ça a été une belle fin de semaine de course. C'était enivrant avec toutes ces péripéties. C'est vraiment fun. Vraiment une course rafraîchissante, enivrante jusqu'à la fin. Cool. Toi, Joël, tu es allé à l'autodrome de Thetford-Mines. Oui, exactement. Il y avait des trucs en fin de semaine. Il y avait des courses, enfin, on a un semblant de drapeau vert, puis on peut avoir certaines capacités de spectateurs qui peuvent être présents un peu partout à différents autodromes. Est-ce que tu avais des chiffres? Comment on pouvait avoir de spectateurs? En fait, c'était 2500, sauf que tout dépendamment des superficies ou tout dépendamment du nombre d'estrades, des places aussi qui sont disponibles. Les entrées, les toilettes, c'est ça exactement. Aussi, les places aussi de nettoyage de main pour toutes les stations d'hygiène. Si on veut, même, je vous dirais que la santé était présente parce que je me suis rendu sur place. Oui. Présenté. T'as des images, on va pouvoir présenter les images. J'ai même rencontré M. Mario Champagne, qui est le promoteur de l'endroit depuis un peu leur début, parce que c'est une piste qui était inactive depuis 30 ans. Puis l'année passée, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas de course. 30 ans. Fait que dans le fond, c'était vraiment un travail de bûcheron, de vraiment refaire la piste, couper des arbres. Une vraie renaissance. Une renaissance, exactement. Ça ne pouvait pas être mieux dit que ça. C'est parce que c'est vraiment l'énorme travail qu'ils ont dû faire pour mettre ça en piste. L'année passée, c'était supposé être leur première année d'opération, sauf avec la COVID, justement, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu un événement, mais sans spectateurs. Fait que là, cette année, c'était le premier événement de l'année avec spectateurs. Puis c'était justement dans le cadre du Monsieur Pro Stock Open, qui était l'événement spécial avec 6 autres catégories en fait. Ça devait être le fun, là. Ah oui, T'as pu sentir un peu. Ah oui, là, ça fait du bien. J'ai pris les couleurs du bonheur. C'est le fun, mais je suis content pour tes fun, mais je savais pas que ça faisait quand même 30 ans que tu étais inactif. Là, fait qu'il y avait beaucoup de monde au rendez-vous. Il y avait. Il y avait quand même. La météo a quand même été quand même incertaine un peu plus samedi. Mais ça a quand même eu lieu. Puis je vous dirais que vers 1h après-midi, tout s'est libéré. Dans le fond, on est tombé plus nuageux, ensoleillé. Parce qu'en début de matinée, il fallait vraiment attendre. Ça regardait pas bien. Exact. Fait qu'on a attendu justement que les pistes soient prêtes. Et justement, c'est M. Serge No qui a remporté le titre de M. Pro Stock Open de cette journée-là, l'événement de la journée. Wow. Fait que oui, c'était une belle journée, mais je vous dirais qu'il y a un autre programme prévu justement le 19 juin. OK. Ça, eux, c'est tout le temps le samedi? Oui, c'est le samedi dans la journée. OK. Dans le jour en plus? Oui, dans la journée. Normalement, ça peut être une belle journée familiale aussi. On peut aller là avec les enfants. Ici, de Québec, Thetford, c'est environ 1 heure. À peu près. Fait que c'est pas 1 heure du bonheur. 1 heure du bonheur. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. 1 heure du bonheur. Merci, Joël. On va revenir avec toi tantôt. On va parler de l'autodrome Montmagny. Excellent. Moi, j'avais le goût de vous parler de moto. Oui. Moto, en fait, vous avez sûrement remarqué, messieurs, quand vous allez avec votre voiture et vous suivez une moto, puis cette moto-là rencontre une autre moto, les gars font le signe, comme ça. Savez-vous ce que ça veut dire? Bonjour. C'est ça que je pensais, moi aussi, puis j'ai eu des motos, hein, fait que moi aussi, je rencontrais quelqu'un, paf, le doigt en bas. Une tradition. Tradition? Écoutez, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. OK? 39-45. Quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, la crue, la vente de motos Harley-Davidson, c'était en flèche, là, beaucoup de Harley sur le chemin, beaucoup de clubs de motards se sont créés. Et puis, c'est quoi ça veut dire, ça? Je vais vous le dire, je vais vous le lire. Le signe de la victoire? Non. C'est encore plus... C'est vraiment trippant. Moi, ça m'a donné la chair de poule. Ce que ça veut dire en anglais, c'est « Keep your two-wheel down ». Garde tes roues, ça asphalte, garde tes roues, sois prudent. C'est ça que ça veut dire. Fait que j'ai trouvé ça, OK. Fait que j'avais le goût de parler de ça, mais aujourd'hui, du keep your two-wheel down. Soyez prudent, surtout dans cette saison. Est-ce que ça veut dire que si je me prends en voiture, si je fais ça, ça va fonctionner? Gardin, je voulais pas en parler parce que je me disais, ça va un peu plus loin, mais les gars de moto, à l'époque, à un moment donné, ils ont acheté des voitures. La folie du CB est arrivée. Sais-tu, c'était quoi leur phrase après? Non. Ces mêmes gars-là, c'était « Keep the sunny side up and the rubber side down ». Okay. Garde ton côté ensoleillé vers le haut
et ton côté caoutchouté vers le bas. C'est ça que les gars se disaient au CB. Fait que, achète-toi un CB. Ça va être ça. Hein? Mais c'est vraiment intéressant parce que des fois, on fait des trucs. Sans trop savoir. Ben, moi, salut chum, tu sais, mais en fait, c'était pas vraiment ça. Toi, Christian, tu veux nous parler finale junior, majeur. Écoute, à Québec, en cette saison pandémique, on a eu la chance, l'extrême chance, d'avoir chez nous, au Centre Vidéotron, toutes les séries éliminatoires de la fin de saison. On a eu 3 séries quart de finale. Il y en a eu une dans les provinces atlantiques. On a eu les 2 demi-finales et la finale, toutes passées dans la bulle du Centre Vidéotron. On a eu l'occasion de couvrir à ISQ Média l'ensemble des matchs en photo. Ça fait du bien. Et oui, ça fait du bien. Et la finale, écoute, la finale, Victoriaville-Val d'Or. Val d'Or qui était supposé être l'équipe imbattable. Ouais. Les 3 premières séries, 3-0 chaque fois. Ils n'avaient pas perdu de match en série cette année. 29 victoires sur 36 matchs en saison régulière. Jacob Pelletier, la vedette, la grosse équipe, il ne s'attendait pas à perdre. Il était parti. Premier match de la finale contre Victoriaville. Victoriaville réussit à arracher le premier match. Oups. Ils ont déconcentré les Foreurs de Val-d'Or. On appelle ça une douche froide. Une douche froide. Ça a changé le portrait de la série pour la suite des choses. Le premier match est disputé sans spectateurs. Ouais. Après ça, on a eu la chance d'avoir dans le grand centre Vidéotron à peu près 2000 personnes à chaque fois. Ça a varié autour de 2000. Mais ça mettait de l'ambiance. Ça mettait beaucoup d'ambiance, malgré le fait que ça avait de l'air quand même assez vide. Mais il y avait quand même beaucoup d'ambiance, surtout au 6e match, parce que ça s'est gagné par Victoriaville au 6e match. Au 6e match, la majorité des gens présents, évidemment, la distance Victo-Québec est moins grande que la distance Val-d'Or-Québec. Donc, il y avait plus de partisans des Tigres que des Foreurs au 6e match. Les Foreurs ont dominé la rencontre avec plus de 50 lancés. Mais Victoriaville s'est sauvé avec la victoire en 2e prolongation grâce à un but de Bocage, une des vedettes de la série d'ailleurs, Bocage. L'autre vedette, c'est évidemment Nicolas Urtubise, le gardien de but des Tigres, qui a sauvé le match dans la 6e partie au Centre Vidéotron. C'était vraiment spectaculaire. Donc, c'est le 2e titre des Tigres après celui de 2002. Malgré le fait, 20 ans presque. Malgré le fait qu'ils aient terminé au 6e rang de la Ligue cette année. C'est une équipe qui existe depuis 1987 à Victoriaville. C'était anciennement les Chevaliers de Longueuil qui avaient été transférés à Victoriaville en 1987. Le seul regret, c'est pour les partisans de Victoriaville qui n'ont pas pu voir la Coupe se gagner, la Coupe du Président se gagner dans leur aréna, le Colisée Desjardins. Mais bon, dimanche, après la partie de samedi, dimanche... Les joueurs ont eu le droit à leur petite Coupe Stanley. Ils ont eu le droit à leur petit défilé de la Coupe Stanley autour du Colisée Desjardins à Victoriaville. Les partisans étaient là, contents pour eux. Donc, une belle saison, malgré tout, qui s'est passée dans différentes bulles à travers la province. On attend la saison 2021-2022, peut-être celle des Remparts. Oui. Puis là, vu qu'on a le droit d'aller les voir, ça veut dire que ISQ va pouvoir encore être là la saison prochaine pour prendre des photos. On va suivre ça pour vous autres. Oui, c'est sûr, ça va nous faire tellement plaisir d'y aller. On aime tout le temps ça, aller au Rempart. Toi, Joël, tu es allé à l'autodrome de Montmagny. Oui, c'est pas de même ça s'appelle. L'autodrome Montmagny Speedway. L'autodrome Montmagny Speedway. T'es allé là aussi en fin de semaine? Yes, dimanche. T'as quasiment passé la fin de semaine aux courses? Aux courses, carrément. J'ai couché presque là. C'est bon. Mais c'était vraiment, sérieusement, le premier programme aussi du côté de l'autodrome Montmagny. On avait en spécial un 125 tours LMS, 100 tours Sportsman Québec, en plus des classes comme Street Stock. Du côté des Sportsman Québec, c'est Daniel Decoste qui a remporté la palme. Du côté LMS, j'ai eu la chance justement de rencontrer Donald Tige sur place avant la course, une entrevue avant la course. Bonjour, Joël Delisle pour ISQ Média. Je me trouve présentement avec un homme d'affaires et un pilote émérite. Et je parle ici de Donald Tige. Salut Donald. Bonjour Joël, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, good. Yes, aujourd'hui, d'habitude, on est habitué de te voir avec tes véhicules à toi. Puis là, aujourd'hui, tu as le plaisir de conduire pour l'équipe de Frédéric Bernier. Fred Bernier. Effectivement, Fred, l'année dernière, en fin de saison, on s'est en fait en entente, puis il a acheté ma voiture. Il avait déjà une voiture, puis il voulait probablement s'améliorer. Alors, j'y ai vendu tout mon équipement. C'est la voiture que vous voyez ici, qui est le numéro 22 pour aujourd'hui. Lors de la dernière course, là, dans 2 semaines, on va avoir le numéro 80. Mais écoute, c'est une surprise un peu. Quand on est venu pratiquer cette semaine avec Fred, il dit « la voiture est prête, pourquoi tu la roules pas? » Puis, fait que, tu sais, il me fait un break aujourd'hui, puis je l'apprécie beaucoup. Fait que ça va être un participant de plus, un participant qu'on veut améliorer notre change pour le 19 aussi. Fait que, si on fait plus de tours et on prépare la voiture, ben
ça va te gagner des points à ce niveau-là. Yes, justement, tu parles du 125 Donalté justement dans 2 semaines. Et écoute, ça doit te faire une fleur quand même qu'un autodrome puisse mettre ton nom sur une piste, un programme. Bien, effectivement, tu sais, écoute, d'habitude, on va faire des choses quand les gens sont décédés. Et dans mon cas, moi, je suis encore en vie, c'est ce qui est le fun. Fait que, tu sais, de faire une course en mon nom, c'est réellement apprécié. Quand l'Autodrome Montmagny m'ont parlé du sujet, j'en étais réellement content. Fait que, écoute, puis en plus, je veux de l'or pour LMS, fait que ça va être ma dernière course LMS, la course qui est à mon nom. On va essayer de faire le maximum, mais honnêtement, c'est tout un honneur ce que Kenny et Mélanie de Drôme Montmagny ont fait pour moi avec toutes les saisons que j'ai passées au niveau des courses. Donalté a été dans les meneurs dès les premiers instants, mais je vous dirais que ça a été du side-by-side, quasiment côte à côte. Autrement dit, les autos côte à côte, vraiment quasiment la moitié de la course. Autrement dit, Donalté, j'ai été side-by-side au début de la course avec Alexandre Guérette. Avec Alexandre Guérette, ça a été comme ça, quasiment une bonne partie de la course. Après ça, il y a eu des petits changements de position. Puis après ça, c'est Mathieu Kingsbury qui s'est ramassé avec Donalté, justement, à faire du side-by-side, aller jusque dans les derniers tours de la piste, où c'est Mathieu, justement, qui a remporté la panne de ce côté-là. Ça devait être super excitant à voir, ça, là. Ah, c'était quelque chose. Puis justement, c'était dans les 2 dernières, l'avant-dernière course de Donalté du côté LMS, parce que dans le fond, on va revoir Donalté du côté de la course, qui va se nommer le 2x80 Donalté en son honneur. Ah, OK. Fait que ça, on va pouvoir le voir justement du côté du 19 juin de l'Autodrome Montmagny Speedway. OK. Fait que un autre beau programme qui s'en vient. Puis oui, ça a été... j'ai hâte de vous montrer les images. Ah, on va vous montrer ça parce qu'on a eu des belles images de cette course-là, puis c'était intéressant. Mais c'est le fun d'avoir des nouvelles aussi de ces autodromes-là, parce qu'ils n'ont pas eu la vie facile, eux aussi, les derniers. Ah non, absolument. Les promoteurs se battent aussi, parce que justement, que ce soit à Thetford ou à Thetford, où j'étais en fin de semaine, et à Montmagny, les deux, dans le fond, ont eu la visite des inspecteurs de la santé, puis je vous regarde, tout a été correct, tout le monde, les événements ont lieu, fait que dans ce temps-là, quand c'est dans le meilleur des mondes, on se croise les doigts que ça reste comme ça, puis qu'éventuellement, on puisse... Bon, on en reparlait la semaine passée, la vaccination va bien, on parlait avec Dr Bruno Tremblay, la vaccination va bien, tout se positionne pour qu'on ait un été baseball, course, toutes les belles choses-là. Les événements reviennent. Oui. Fait que Montmagny, prochain programme, tu disais le 19 juin? 19 juin, Donalté, 2x80. OK. Puis on va pouvoir avoir justement les détails avec Howard de Romanado que j'ai rencontré également là, sur place. Puis un petit Q, toi, ta première course, c'est quand? Ben moi, ça va être le 26 juin du côté de l'Autodrome Bas-Saint-Laurent. Joël, tu as eu une belle expérience en plus en fin de semaine. Ben oui, absolument. J'ai eu Daniel Grenier, un de mes amis qui course en Sportsman Québec, qui, dernière minute, était mal pris, avait besoin d'un spotter, ou autrement dit, un éclaireur. Un éclaireur, oui, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu les éclaireurs, c'est quand les pilotes conduisent, on a vraiment des oreillettes dans nos oreilles pour justement entendre... Communiquer avec eux? Exactement. Lui nous dit si on a un véhicule intérieur ou extérieur, selon les ailes ou l'endroit. Ce qui se passe en avant, ce qui se passe en arrière. Tout c'est ça, exactement. Fait que j'avais vraiment, moi, ce poste-là en fin de semaine à faire. Ça va être le fun, ça? Oui, une belle expérience. Puis ça a bien été, mais ça aurait pu mieux aller. Bon, ben, c'est pas grave. Puis, toi, tu courses bientôt? Oui, le 26 juin. Le 26 juin du côté de l'Autodrome Bas-Saint-Laurent avec Sport Compact. J'ai hâte de voir ma première de la saison. J'ai bien hâte de voir ça. Ben, merci beaucoup, Joël. C'était super le fun. Christian, tu vas nous parler de baseball, l'équipe Québec? Ben oui, l'équipe Québec a débuté sa saison, évidemment, il y a quelques semaines. Au moment où on enregistre, là, lundi soir, on a 11 matchs de jouer, 6 victoires, 5 défaites. Donc, un début de saison correct. On s'attendait à rien de spectaculaire parce que la vraie équipe n'est pas encore tout à fait montée. Ouais, il manque des joueurs. Il manque des joueurs qui vont rejoindre l'équipe dans les prochains jours là, suite aux qualifications pré-olympiques qui sont maintenant terminées. Okay. Malheureusement, le Canada ne s'est pas qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo, mais ça va permettre à des joueurs comme Connor Panis, Jesse Hodges de rejoindre l'équipe Québec et d'y rester pour toute la reste de la saison. Exactement, parce que sinon, on les aurait perdus. Pour le temps des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Écoute, l'équipe Québec occupe le premier rang de sa division devant les Boulders de New York et devant les Valley Cats de Tri-City, qui ont un mauvais début de saison, alors que Patrice Calabrini, le gérant d'équipe Québec, les voyait vraiment comme une des meilleures équipes de la Ligue. L'équipe à battre. Oui, l'équipe à battre. On verra comment ça va se passer pour le reste de la saison. Les Québécois. Oui. Miguel Cienfuegos, un Québécois, un lanceur québécois. Tu nous parles de Québécois, là? Oui, mais c'est en plein ça. C'est un jeune joueur québécois qui est à sa première saison chez les pros. Okay. A été nommé le lanceur de la semaine dernière, dans la Ligue Frontier. Quand même. Il a lancé 10 manches, n'a pas accordé aucun point.
Donc, vraiment, dont un départ de 8 manches, 100 points mérités. Donc, c'est vraiment un très bon début pour lui. Ben oui. Il y a quelques autres lanceurs aussi du Capital qui font bien, entre autres Frankie Moscatiello, qui lance des balles de feu. Oui, vraiment. Il y a une moyenne de 2 retraits sur des prises par manche. Jusqu'à maintenant. Bon. Il accorde quand même beaucoup de buts sur balle, quelques points, mais il lance des balles de feu. C'est vraiment un lanceur. Et on est allé chercher Jordi Cabrera, un portoricain, qui devrait devenir l'as de la rotation en remplacement de Nick Economos, ce lanceur d'origine grecque, qui devait être le meilleur lanceur chez les Capitals, mais qui connaît un début de saison misérable. Vraiment misérable, une moyenne de points mérités de plus de 10. Donc, non, c'est pas la belle surprise. C'est pas ce que M. Scalabrini s'attendait. Non, pas du tout. Une autre mauvaise surprise au bâton, c'est Gift Ngope, l'ancien joueur des Ligues majeures, le Sud-Africain dont on avait parlé il y a quelques semaines. Connu un début de saison très, très, très difficile au bâton. Sa moyenne actuellement est autour de 150, donc c'est rien de magique. Son premier double est arrivé, je pense, à sa 17e ou 18e présence au bâton. Il y avait hâte que le double arrive. Au baseball, ça prend du moral, hein, parce que tu peux avoir une série comme ça où ça ne fonctionne pas. Les léthargies peuvent être très longues. Ils peuvent être très longues. Ouais. Ça prend et notre sauveteur, Andrew Case, aussi un ancien des Ligues majeures, qui devait être notre sauveteur, fait bien son travail. Jusqu'à maintenant, 5 apparitions, 4 sauvetages. Donc, il arrive en 9e manche, retire 3 frappeurs, va s'asseoir. Il a échappé une fois, mais c'est tout à fait normal. Rien de grave. On parlait de nos Québécois tantôt. David Glaude, un ancien des Aigles de Trois-Rivières qui avait signé avec les Capitals, qui joue maintenant à l'avant-champ. Très bon début de saison, un bon leader dans l'équipe, dans la chambre des joueurs. On a aussi Jonathan Lacroix, voltigeur, qui a un bon début de saison. Louis-Philippe Pelletier aussi, un lanceur Louis-Philippe Pelletier, un voltigeur qui se débrouille assez bien. David Gauthier, qui est lanceur aussi, un Québécois. Début de saison moyen, mais c'est correct. Il commence aussi chez les pros. Donc, écoute, on va voir arriver aussi bientôt un nouveau receveur. C'est un problème chez les Capitals. On a trop de bons receveurs. On a 3 bons receveurs en ce moment. Jerry Pratt, Jeffrey Parra, Gutiérrez et le nouveau qui vient d'arriver. C'est pas évident, Non, c'est pas facile. Mais écoute, Patrick Scalabrini pense qu'un des 3 va être appelé par une équipe des Ligues majeures. Donc, parce qu'ils sont bons. Parce qu'il est vraiment bon. Donc, à 2 bons receveurs, on va être correct pour la suite, de la saison. Dernière nouvelle, un peu surprenante. Lazaro Blanco, qui avait un lanceur cubain, qui avait lancé avec les Capitals en 2017 et 2018, était aux qualifications pré-olympiques en Floride et il a fait défection de Cuba. Il est maintenant aux États-Unis, en Floride, et il ne pourra pas retourner à Cuba. Il n'a pas l'intention de retourner? Non, tout à fait. Il y en a qui se posaient la question, est-ce qu'il ne pourrait pas relancer avec les Capitals? Mais Lazaro Blanco n'a pas fait mention de ça. Même, il dit qu'il n'est pas du tout sûr de vouloir continuer sa carrière au baseball. Il faut dire qu'il n'est plus très jeune. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'on ne le revoie pas avec Équipe Québec ou les Capitals la saison prochaine. Cool. Bien, merci beaucoup, Christian, de nous avoir donné ces nouvelles. Merci aussi, Joël, de nous avoir informés sur les 2 super autodromes des environs. Puis on va parler des autodromes tout l'été. Ça va être le fun. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été avec nous. Encore une belle émission. Écoutez, partagez-la. Vous avez des projets, comme on vous disait, les dernières émissions. Communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!